Vous êtes bien en direct sur l'antenne de Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 24 février 2012. Bonsoir à tous. Les candidats à la présidentielle au chevet de l'emploi, Nicolas Sarkozy confirme la reprise partielle du site de Petroplus et à Florange, sur le site d'ArcelorMittal, François Hollande propose une loi obligeant les entreprises à céder des unités de production, des visites qui interviennent au moment où le chômage enregistre une nouvelle hausse au mois de janvier. L'île de la Réunion toujours sous haute tension après les émeutes de la nuit dernière. Une table ronde sur la vie chère à l'origine de ces troubles vient tout juste de se terminer à la préfecture de Lille. Des précisions dans ce journal. Enfin, le traditionnel salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain à Paris. Un salon aux couleurs bien sûr de la présidentielle. Les candidats seront au rendez-vous. Un absent de marque toutefois, l'ancien président Chirac ne sera pas cette année dans les allées de la plus grande ferme du monde. Le chiffre était attendu, il a été annoncé il y a une heure tout juste. Pour le 5e mois consécutif, le chômage a augmenté en France, une hausse de 0,5%, soit 13 400 chômeurs de plus. Si l'on inclut les activités réduites, eh bien la France compte désormais 4 258 000 demandeurs d'emploi. Le chômage, c'est remarquable, des moins de 25 ans et des seniors diminue cependant très légèrement. Présidentielle, le scénario est désormais bien réglé. Les deux principaux adversaires de la présidentielle se marquent à la culotte. Hier soir, le duel avait lieu par meeting interposé. Aujourd'hui, c'est sur le thème de l'industrie et du chômage, dont nous parlions à l'instant, que Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont affrontés. Le premier visitait le site Petroplus en Seine-Maritime. Le second était à Florange, sur le site sidérurgique d'ArcelorMittal. Le candidat socialiste avait dans sa poche une promesse, son adversaire une signature. Bérangère Dinglas. Dans le match à distance qui oppose les deux candidats sur le thème de la défense pour l'emploi, Nicolas Sarkozy a choisi la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne et Laurent Fabius, député de Seine-Maritime, a fait la surprise de venir l'accueillir. En jeu, 550 emplois menacés depuis le placement en redressement judiciaire du site en janvier dernier. Aux salariés, le président est venu annoncer un sursis. Deux bonnes nouvelles. L'argent pour faire repartir la centrale est là. Les travaux commencent. Et le contrat de 6 mois pour le raffinage a été signé cette nuit. Comme le précise Nicolas Sarkozy, c'est bien un contrat provisoire. Pour l'instant, le site n'a toujours pas de repreneur. Une annonce sur laquelle François Hollande a d'ailleurs choisi d'ironiser, accusant le président de parer au plus pressé. Car de son côté, le candidat socialiste était lui en Moselle, à Florange, chez ArcelorMittal. Depuis l'arrêt des hauts fourneaux en octobre dernier, les syndicats sont convaincus de l'arrêt de mort du site qui emploie 2500 personnes. Mais au milieu des salariés, François Hollande a refusé de faire des promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Il est venu comme député avec une proposition de loi. Lorsque un actionnaire ne veut plus garder une activité, que cette activité est rentable et qu'il y a des repreneurs qui se présentent, obligation devrait être faite par le tribunal de commerce de la cession de cette activité et de la reprise effectivement du site concerné. Le duel des sauveurs d'usine, François Hollande a choisi de marquer Nicolas Sarkozy à la culotte, mais c'est bien le candidat UMP qui mène le jeu. Et le candidat souverainiste à la présidentielle était lui aussi aujourd'hui sur le site sidérurgique. Nicolas Dupont-Aignan préconise une taxe sur les aciers low cost pour protéger la fabrication des aciers français. Il faut dresser des barrières douanières, a dit Nicolas Dupont-Aignan. À la Bourse du Travail à Paris ce matin, eh bien c'est toute la gauche qui s'était donné rendez-vous. Une réunion de soutien aux salariés de Fralib, cette société productrice des thés Lipton en France est menacée de fermeture. Les deux candidats d'extrême gauche, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, étaient présents avant d'être rejoints par un certain François Hollande. Elisa Bertholomé et Mounir Soussi. Toute la gauche, toutes les gauches se sont croisées à la Bourse du Travail. Un vrai défilé de candidats venus apporter leur soutien aux ouvriers de Fralib. La gauche, elle est diverse, elle est multiple. Tous ces candidats ne portent pas le même projet. Et en même temps, elle peut se rassembler sur des causes. Bon, à bientôt, hein. Quand l'un part, un autre arrive. Objectif, ne pas laisser Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen occuper le terrain.
et montrer que la gauche est présente pour la classe ouvrière. Non, non, mais Madame Le Pen, dans la classe ouvrière, elle a seulement les gogols qui votaient déjà à droite. Ils sont devenus d'extrême droite à cause de M. Sarkozy. Mais la classe ouvrière, celle qui sert à quelque chose dans le pays, la voilà. Et pour la conquérir, les candidats se pressent à la tribune. Des paroles, des engagements, mais les ouvriers les ont à l'œil. S'ils portent notre projet, on sera derrière eux pour que justement ils ne le portent pas jusqu'au jour des élections, mais nous on sera derrière eux après pour qu'ils fassent effectivement ce qu'ils nous promettent. Une élection qui permet aux ouvriers en lutte d'occuper le devant de la scène. Eux aussi veulent tirer profit de la campagne pour faire entendre leurs revendications. Bonsoir Stéphane Rosès, président de CAP, pour l'analyse politique de la semaine. Une campagne présidentielle qui commence à trouver un véritable rythme, j'allais dire une vraie architecture, avec en particulier au sommet de cette campagne ce duel qui prend corps entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Il reste évidemment très peu de semaines de campagne, 2 mois à peine. Un tel attelage, un tel rythme, ça a commencé fort. Peut-il tenir la distance, Stéphane ? Oui, certainement. En tout cas, c'est le premier regard du pays. Quand la crise économique, sociale est forte, les questions identitaires de qui pourrait être à l'Élysée centralisent les regards des Français. Et donc on noue à la fois qui pour représenter ce que l'on a à faire ensemble à l'Élysée, au-delà de la question des projets. Et donc forcément, on regarde le président sortant et on regarde le candidat de la principale formation de gauche, celui qui porte les espoirs de l'alternative. C'est la première raison qui fait qu'effectivement, au sommet de cette architecture, il y a ces 2 candidats. Il y a une seconde raison, c'est que quand Nicolas Sarkozy rentre en campagne, il repère qu'évidemment François Hollande est le candidat le plus dangereux. Et donc il veut l'amener dans une sorte de corps à corps, dans une sorte de plébiscite pro ou anti-Sarkozy, de sorte qu'il retrouve, Nicolas Sarkozy, le cœur des représentations des Français. Ce qui fait que, par la logique des choses, ils se répondent l'un de l'autre. Les médias centralisent sur cet affrontement et mettent de côté ceux qui existent surtout par des programmes plus que par leur personne. Alors, à l'étage inférieur de cette architecture, un autre étage se profile, un autre duel, celui qui oppose, on l'a vu par exemple hier soir sur le plateau de France 2, dans un débat d'ailleurs un non-débat assez surréaliste, un duel qui oppose Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ces 2 candidats à cet étage font aujourd'hui uniquement de la figuration face au duel dont on a parlé à l'instant ? Non, ce serait exagéré de dire qu'ils font de la figuration, même s'ils sont dans les représentations dans un second temps. Mais ils occupent chacun une place très différente. Vous citez Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, rajoutons celui qui est un peu plus en retrait en ce moment, François Bayrou. Ils occupent chacun des places très différentes. Marine Le Pen, c'est une force qui maintenant est établie. C'est une force autour de la question du repli à l'abri des frontières nationales. Repli identitaire et repli économique et social contre, de l'intérieur vers l'extérieur, les délocalisations et de l'extérieur vers l'intérieur, l'immigration, quand l'Europe ne semble plus défendre la France. François Bayrou, c'est plutôt la relève. François Bayrou est à un niveau électoral beaucoup plus bas que Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen aura peu de force de progression. François Bayrou, lui, peut profiter à un moment du décrochage d'un des 2 candidats parce que se situant au centre, il peut très rapidement monter ou baisser. Et puis Jean-Luc Mélenchon, c'est autre chose, c'est l'alternative à gauche. Alors ça a un avantage, c'est que il a un contenu programmatique repéré, distinct de François Hollande. Ça a un inconvénient, c'est qu'il peut apparaître un tout petit peu éventuellement comme la mouche du coche. Mais ces 3 candidats sont des candidats qui pèseront pas seulement sur leur possibilité d'atteindre éventuellement le second tour, mais de toute façon, entre les 2 tours, comme la présidentielle risque de se faire à très peu de voix, ce seront des faiseurs de roi. Merci beaucoup Stéphane Rosès, à la semaine prochaine. Entre Nicolas Sarkozy et François Bayrou balance le cœur centriste. Demain samedi, le congrès extraordinaire du nouveau centre devrait voir s'affronter les partisans de l'un ou de l'autre candidat. Si le président du nouveau centre, Hervé Morin, s'est déjà rallié au chef de l'État, vous le savez, le président de l'Alliance centriste, Jean Arthuis, a annoncé ce matin qu'une 20aine de sénateurs
pourrait lancer dans les jours à venir un appel en faveur du candidat du MoDem. Le président du groupe centriste du Sénat, François Zocchetto, s'est déjà prononcé en faveur de François Bayrou. Le Sénat, justement, bonsoir Delphine Girard, où il se passe toujours quelque chose, en particulier la semaine dernière où arrivait dans l'hémicycle ce fameux collectif budgétaire, le budget dans lequel était inscrit cette fameuse réforme de la TVA sociale, eh bien, une proposition de TVA sociale qui n'a même pas atteint le stade de la discussion parlementaire. Oui, c'est vrai, Pierre-Henri, c'est la conséquence de la stratégie mise en place par la gauche sénatoriale qui a souhaité frapper un grand coup en empêchant la discussion des articles du collectif budgétaire. Alors la majorité sénatoriale a décidé d'adopter une question préalable par 174 voix contre 153. Cette motion stipule qu'il n'y a pas lieu de débattre. Alors pourquoi cette stratégie qui a eu pour conséquence que la discussion n'a duré que 8 heures au lieu des 3 jours prévus initialement? Je vous propose d'écouter Nicole Bricq, c'est la rapporteure générale du budget socialiste ici au Sénat. Monsieur le Président, je termine en réitérant les raisons principales qui ont conduit la Commission des finances hier soir à poser la question préalable sur ce projet de loi de finances rectificative. Il n'y a pas lieu d'en délibérer en pleine campagne présidentielle, dès lors que sur le plan des principes, elle ne contient aucune disposition urgente et que sur le fond, l'essentiel de ces dispositions rencontre une opposition de notre part. Chers collègues, pourquoi légiférer aujourd'hui sur des dispositions qui vont à l'encontre des propositions que nous voulons mettre en œuvre demain? Alors on aurait pu s'attendre, Pierre-Henri, à ce que les membres du gouvernement présents montent au créneau et réclament à corps à cri un débat sur la dernière mesure phare du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Eh bien non, ni Valérie Pécresse ni François Baroin ne se sont battus pour qu'on examine ce texte qui s'est murmuré en coulisses. Eh bien c'est que les ministres étaient contents d'avoir gagné un peu de temps pour faire campagne. Gagné 3 jours, finalement, Ils ont gagné exactement 3 jours. Ça aurait dû l'examen de ce texte continuer jusqu'à demain au Sénat, donc ils étaient contents d'avoir un peu de temps bien précieux en cette campagne pour la présidentielle. Finalement, le plus frustré, c'est l'UMP Philippe Marigny, le président de la commission des finances ici au Sénat. Écoutez ce qu'il a dit. Pourquoi cette proposition de vous évader si vite du débat? Mais qu'est-ce que vous redoutez de ce débat? Sincèrement, pourquoi cet échappatoire si rapide que vous allez nous proposer ce soir avec la question préalable? Mais qu'est-ce qu'il y a, mes chers collègues, de si gênant? Mais qu'est-ce qu'il y a de si gênant? Madame Borvo, nous sommes prêts, pour ce qui nous concerne, à passer des journées, des nuits, n'est-ce pas, à examiner chaque article. Ah, on le voit, il y avait de l'ambiance dans l'hémicycle. Alors, que va-t-il advenir de ce débat budgétaire, de ce collectif budgétaire, Delphine? Oui, alors justement, comme il s'agit d'un projet de loi de finances, le texte ne retourne pas à l'Assemblée. Il y a directement une commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Elle aura lieu, Pierre-Henri, mardi, le même jour que l'examen en fait, d'un autre texte important sur le MES, le mécanisme européen de stabilité. Et là aussi, au Sénat, le débat s'annonce houleux. Merci beaucoup, Delphine Girard. 76 interpellations, 9 membres de l'ordre, des forces de l'ordre blessés, des troubles qui secouent l'île de la Réunion depuis 3 jours, eh bien, se sont aggravés la nuit dernière, touchant maintenant la moitié des communes du territoire. À la préfecture vient tout juste de s'achever une réunion très importante pour tenter de trouver une solution à la vie chère, cette vie chère à l'origine des émeutes. Des précisions avec Marie Lebon. Une baisse de 8 centimes sur le prix du carburant à La Réunion. C'est la principale mesure prise lors de la table ronde qui a réuni autour du préfet Michel Lalande, élus, représentants de consommateurs et compagnies pétrolières. Présents également les transporteurs dont la manifestation mardi a mis le feu aux poudres. Car si la nuit dernière les violences ont baissé en intensité, les troubles se sont propagés aux 4 coins de l'île, touchant la moitié des communes. Jets de pierre contre gaz lacrymogène, 8 policiers et un gendarme ont été blessés, dont un sérieusement. Une partie de la classe politique ultramarine en appelle donc au gouvernement. Sur l'île, les prix augmentent plus vite qu'en métropole, alors que la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les choses sont loin d'être apaisées car le malaise est profond. Il y a un sentiment de mépris et d'abandon du pouvoir central du gouvernement. Alors c'est bien d'envoyer des renforts, mais c'est mieux d'envoyer des renforts, mais aussi des solutions importantes, concrètes sur la problématique de la vie chère à La Réunion, du racket
des situations monopolistiques. Ce soir, alors que la nuit est tombée sur Saint-Denis de la Réunion, plusieurs centaines de personnes sont encore rassemblées autour de la préfecture, présageant peut-être une 4e nuit de troubles. Ce sera une première. Jacques Chirac, actuellement au Maroc, ne visitera pas cette année le Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes demain à Paris, mais qu'on se rassure, c'est bien un balai ininterrompu de visites de candidats à la présidentielle que connaîtra la plus grande ferme de France tout au long de la semaine prochaine. Des candidats qui réserveront leurs propositions aux agriculteurs présents porte de Versailles esquissent tout de même de programmes en faveur du monde agricole. Voici celle de François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nathalie Guillouard. Même s'ils ne représentent que 8% de l'électorat, les agriculteurs restent une catégorie choyée par les candidats. À la veille de l'ouverture de la plus grande ferme de France, François Hollande plaide pour une renégociation de la politique agricole commune avec un budget revu à la hausse et une répartition plus juste. Car aujourd'hui, 20% des exploitations les plus grosses touchent 80% des aides. Le candidat veut plus de justice aussi dans les relations entre producteurs et distributeurs. Pour chaque produit, un prix pourrait être fixé à l'avance pour rééquilibrer le rapport de force au profit des agriculteurs. Des agriculteurs traditionnellement méfiants vers la gauche, soupçonnés de vouloir renforcer les normes environnementales. Alors, son principal adversaire, Nicolas Sarkozy, n'hésite pas et soigne son image en appuyant sur ce point faible. Sa principale proposition pour le moment, assouplir les règles environnementales qu'il trouve trop tatillonnes. Le président s'engage aussi à défendre la filière des biocarburants pour créer un revenu complémentaire aux agriculteurs. C'est porte de Versailles que les candidats vont croiser le fer. Demain, Nicolas Sarkozy l'inaugure et mardi, c'est au tour de François Hollande. Les deux candidats vont devoir faire leurs preuves sur le terrain de la ruralité. Ah oui, François Hollande qui fera une visite marathon au Salon de l'Agriculture dès mardi. Il y sera présent, tenez-vous bien, de 6h à 4h dans l'après-midi. Et François Bayrou visitera le Salon de l'Agriculture dimanche. Nous a rejoint sur ce plateau Alain Sambourg. Bonjour, vous êtes agriculteur céréalier en Seine-et-Marne, vous êtes membre de la coordination rurale. Et à vos côtés, Christiane Lambert, vous êtes vice-présidente de la FNSEA. Alors on l'a dit, il y a un salon un peu particulier, un salon aux couleurs présidentielles. Les candidats vont défiler porte de Versailles. Vous vous sentez véritablement courtisé par les candidats à la présidence cette année, comme il y a 5 ans d'ailleurs? Comme d'habitude, ils vont faire un passage, alors que certains est clair et certains un peu plus long en fonction de leur opportunisme sur la ruralité. Moi, je vais parler effectivement en tant que coordination rurale. Sur le plateau, je pensais être tout seul et en fait, j'ai été rejoint par Madame Lambert. Donc, je suis satisfait aussi de... Alors, vous espérez pouvoir parler aux candidats qui viendront à votre rencontre? C'est difficile. Au niveau de la coordination rurale, on a avancé donc un programme agricole pour tous les gens qui vont se présenter à la présidence. Avec différents points. Voilà, donc vous allez essayer de confronter vos propositions aux propositions des candidats qui vont se succéder. On propose et les candidats disposeront et les agriculteurs choisiront entre ce que la coordination propose et ce que les candidats proposent chacun dans son camp. Christiane Lambert, comment se porte l'agriculture française aujourd'hui? Ce matin, votre président Xavier Belin disait que finalement la situation de l'agriculture française était moins mauvaise aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. C'est vrai, ça va mieux et tant mieux pour beaucoup de productions. Aujourd'hui, il y a les fruits et légumes qui souffrent parce que la crise de 2011 a été sévère. Mais globalement, ça va mieux en agriculture. Les revenus se sont améliorés et tant mieux. C'était nécessaire. Parce qu'il y a un appel d'air des marchés extérieurs. Aujourd'hui, c'est le marché extérieur qui tire. 10 milliards d'euros d'exportation de vin, 7 milliards d'euros d'exportation de céréales, 4 milliards d'euros d'exportation de viande bovine. Ça fait du beurre dans les épinards qui est bienvenu parce que toutes les charges augmentent en parallèle. Ce qu'il faut dire, c'est que les candidats, nous les attendons aussi pour parler d'agriculture, non pas de façon nostalgique ou compassionnelle. L'agriculture, c'est beaucoup d'emplois, c'est 14% des emplois français avec l'agrofourniture et l'agroalimentaire. C'est 11 milliards d'euros d'excédents dans la balance commerciale et le même déficitaire de 70 milliards d'euros. Ce sont des territoires entretenus par tous et chaque année, beaucoup de jeunes agriculteurs qui frappent à la porte. Donc c'est un secteur très stratégique et les candidats sont trop peu bavards sur le sujet, donc qu'ils viennent. On les a peu entendus, c'est vrai, ces derniers jours. On va certainement plus les entendre la semaine prochaine. Qu'avez-vous envie de leur demander en priorité aux candidats qui vont se succéder pour de la Versailles? coordination rurale, on a fait une exception
culturelle, je pense qu'une exception agriculturelle serait bienvenue. Surtout que quand on voit aujourd'hui les médailles, les diplômes qu'on met à nos acteurs français dans les films aussi français ont une grande édition. Ça, on verra dimanche. Et je pense qu'effectivement, l'agriculture, ça pourrait être un peu le même phénomène. Alors, parce qu'au niveau européen, on a quand même une carte à jouer au niveau agricole et on a besoin de recentrer les productions pour retrouver une certaine harmonie dans les exploitations agricoles. Et je pense en particulier à la partie protéines pour les animaux, puisqu'on importe énormément de soja. Oui, alors j'ai vu par exemple dans votre programme à propos des importations que vous suggérez de remettre autour de l'Europe, de l'espace européen, des barrières douanières pour les pays, les produits importés. Parce qu'on a quand même une différence entre le cahier des charges européen et le cahier des charges de certains pays qui nous exportent des produits, qui est totalement différent. Et je vais prendre un exemple tout simple, c'est le colza au Canada. Ces gens-là ont le droit de traiter avec un produit qui est interdit en France et on exporte du colza canadien en Europe. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et si effectivement il y a une compétitivité déloyale au niveau de la production, au niveau des cahiers des charges, il faut les dénoncer. Madame Lambert, est-ce que l'agriculture européenne, sinon française, doit aujourd'hui se protéger de l'extérieur ou pas ? Bon, il faut surtout redonner de la compétitivité à l'intérieur. La France était premier pays agricole européen. Elle est en train de perdre son maillot jaune. L'Allemagne nous a doublé, les Pays-Bas nous ont doublé parce que dans ces pays-là, il faut 6 mois pour avoir un permis de construire quand chez nous, il faut 2 ans et demi. Les normes sanitaires, environnementales sont beaucoup moins exigeantes. C'est pas la peine d'aller jusqu'au Canada. Il y a des distorsions déjà avec l'Allemagne et avec les Pays-Bas. Il y a des distorsions. Ça, c'est un point sur lequel Nicolas Sarkozy, par exemple, oui, est plutôt souple, avec la TVA emploi, il y a une avancée pour dire le travail coûte trop cher en France, non pas le SMIC des salariés, mais la protection sociale payée sur le travail est trop chère. Donc c'est une grande réforme de la protection sociale que nous avons souhaitée depuis 15 ans avec la TVA emploi. Et puis harmoniser, surtout harmoniser les conditions de production, perdre 30% des surfaces en salade, en oignons, en asperges et les voir se développer en Allemagne parce que le travail est 25% moins cher, c'est pas normal. C'est du dumping social. D'une manière plus générale, parlons encore de l'Europe. La politique agricole commune a-t-elle encore un avenir, selon vous, à moyen terme, dans les 10 prochaines années, par exemple ? Elle est indispensable au moment où la demande alimentaire mondiale augmente de façon considérable et où l'Europe aurait tort de ne pas jouer sa carte. Les émeutes de la faim en 2007 ont montré que soutenir l'agriculture, c'était nécessaire. D'autres pays s'y mettent. Donc maintenir un budget pour la PAC, c'est acté et nous souhaitons qu'il n'y ait pas de remise en question. Voilà, et on voit bien que la PAC fait partie des préoccupations des candidats. François Hollande entend bien muscler son discours sur cette politique agricole commune. Il l'a dit aujourd'hui. C'est-à-dire, l'agriculture européenne n'a vécu qu'avec la PAC. Donc, effectivement, s'il y a une volonté de développer la sécurité alimentaire au niveau de l'Europe, ça fait partie de la politique agricole commune. Mais il y a effectivement peut-être une protection à avoir au niveau de l'Europe pour équilibrer les productions. Et est-ce qu'on a besoin d'exporter du blé à hauteur de 12% alors qu'on importe 27 millions d'hectares de soja, quoi. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur, d'être passé sur le plateau de Public Sénat avant l'ouverture de ce grand salon de l'agriculture qui va durer, je crois, 15 jours, les 2 semaines qui viennent porte de Versailles à Paris. C'est la fin de cette édition. À suivre, un focus qui vous fera découvrir les entrailles du site de Bure dans la Meuse, destiné, vous le savez peut-être, à entreposer les déchets nucléaires. Des images tout à fait inédites. Elles sont signées Fabrice Cunet. Très bon week-end à tous. Merci. La Meuse abrite un projet quasiment unique au monde, un site de recherche sur l'enfouissement des déchets radioactifs. Entre retombées économiques et peur du nucléaire, les sénateurs du département défendent ce laboratoire. Visite d'un projet pharaonique avec Claude Léonard, 500 mètres sous terre. Je vous propose, c'est qu'on aille voir les derniers travaux qui viennent d'être faits, comme vous êtes venu récemment. Quand je suis descendu la première fois,
j'étais ébahi parce que je ne m'imaginais pas que c'était aussi conséquent, quoi. Quand on nous dit qu'il y a 1,1 km de galeries, on voit à peu près ce que représente 1,1 km de galeries, mais même sur une centaine de mètres, là, on voit déjà toute la technicité qui est développée. En fait, c'est un dédale d'1,4 km, un vaste chantier, ou plutôt un grand laboratoire, 500 mètres sous terre. Ici, le balai des engins, des ouvriers et des chercheurs est permanent. Il faut creuser, mais surtout étudier la roche, car l'idée c'est à terme de stocker principalement le matériel utilisé dans les centrales est devenu radioactif. Alors cette alvéole, c'est-à-dire ce micro-tunnel de 70 cm de diamètre, préfigure les alvéoles dans lesquelles pourront être stockés les déchets dits de haute activité. Ce qu'on réalise ici, ce sont des tests pour apprendre à creuser la roche, pour mettre au point les techniques de creusement qui pourront être utilisées dans le futur stockage souterrain. Les études sur l'enfouissement sont menées depuis les années 80 par une agence nationale baptisée ANDRA. Aujourd'hui, la question de la gestion des déchets radioactifs est à un tournant. Lancé il y a plus de 15 ans, ce site doit apporter des réponses concrètes. Il faut à tout prix qu'on avance, et pour avancer, il n'y a rien de tel que l'expérimentation grandeur nature. Là, on n'est pas dans un laboratoire d'une école d'ingénieurs, on est en conditions réelles, quoi. Pour Claude Léonard et les présidents des 3 départements concernés, le projet est une opportunité économique. À terme, 1000 personnes travailleront par exemple sur le site baptisé CIGEO. Fin 99, il y avait des champs de maïs ici, et aujourd'hui, 12 ans plus tard, il y a 335 personnes qui travaillent sur le site en équivalent temps plein, et les gens résident à 90% dans un rayon de 50 km. L'enfouissement des déchets doit commencer en 2025 et dépend d'un vote au Parlement. Aujourd'hui, un chiffre inquiète, celui du coût. D'abord évalué à 15 milliards d'euros, il pourrait être au moins 2 fois supérieur. Je pense que ce sera un des éléments qui sera pris en compte pour savoir si on continue le projet CIGEO ou bien si on l'arrête définitivement, hein. C'est clair. Les coûts sont essentiellement assumés par EDF et Areva. Et pour le directeur du site, il serait trop tôt pour parler de surcoût. Au titre de la loi, l'ANDRA proposera un budget. Les producteurs de déchets, donc ceux qui financent et qui bénéficieront des espaces de stockage, donneront leur avis. Et ensuite, le ministre arrêtera un coût, et ce coût devra être respecté par les différents protagonistes, à commencer par l'ANDRA. Nous sommes au centre d'information technologique. Le sénateur a donné rendez-vous aux élus locaux. Tous sont maires de petits villages situés dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du site. Je voulais qu'on refasse un petit peu le point entre nous en toute franchise. Et ces maires sont inquiets. Ils se sentent exclus du pilotage du projet. Les infrastructures promises tardent à voir le jour. Pourtant, une enveloppe annuelle de 30 millions d'euros est accordée pour le développement de cette zone très rurale. Encore une fois, on ne peut pas revendiquer d'avoir un outil, un complexe industriel hyper performant et à côté avoir des villages qui sont pratiquement dans la, enfin je ne dis pas dans la misère, hein, mais où il y a énormément de choses à faire. Face à cette grogne, le directeur du site tente de rassurer et rappelle le calendrier, à commencer par un débat public prévu en 2013. Vous, en tant qu'élu, vous avez un rôle important à jouer pour préparer aussi le débat public. On ne peut qu'être inquiet face à une telle installation, autant en termes d'image de marque de notre territoire, quid des produits locaux issus de l'agriculture, du tourisme vert. Voilà, c'est un impact très très important, c'est quelque chose qui nous dépasse. S'il défend ce projet, les réticences des élus ne surprennent pas le sénateur. Non, mais c'est le rôle du sénateur, hein. Le sénateur étant le représentant des collectivités territoriales, c'est son rôle aussi de faire en sorte qu'un projet comme ça s'harmonise bien dans le territoire, mais s'harmonise dans toutes les composantes, c'est-à-dire donc ce qui les préoccupe, la composante fiscale et la composante aménagement du territoire. L'exploitation du site de stockage doit durer un siècle, avec à terme une quinzaine de kilomètres de galeries. Cet enfouissement des déchets radioactifs est un enjeu majeur pour la filière nucléaire, comme pour les élus locaux. Sécurité, délai, coût, des incertitudes demeurent et le temps presse. Le Parlement doit donner ou non son feu vert en 2016.